microbiote cutané se compose de nombreux micro-organismes qui peuvent être dans certains cas des bactéries, des champignons, parfois des parasites. Le microbiote cutané est constitué d'un peu moins de 1000 milliards de micro-organismes qui vivent ensemble mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et on pense que si on les mettait tous les uns à côté des autres, ils feraient à peu près moins de la taille d'un petit pois. Ces micro-organismes donc, vivent ensemble, ils peuvent être parfois opportunistes, parfois ils vivent en symbiose, c'est-à-dire qu'ils vivent en relation les uns avec les autres, et parfois ils sont pathogènes dans certaines conditions, on y reviendra tout à l'heure. Donc, le microbiote cutané se compose donc, de ces micro-organismes vivants qui peuvent être donc, des bactéries. Les plus souvent, ceux qu'on connaît, c'est le staphylocoque, qui peut être un staphylocoque aureus dans certains cas, ou un staphylocoque hominis dans d'autres cas, mais aussi des corinébactéries, des propionibactéries, surtout à la période de l'adolescence, et puis d'autres bactéries. Elles peuvent être constantes, donc présentes tout le temps sur votre corps, ou de façon un peu plus transitoire. Il y a aussi donc, des champignons, plusieurs espèces de champignons. Le plus connu, c'est le Malassezia, qui est une petite levure. Et puis donc, ce fameux parasite, le Demodex, qui vit plutôt sur le visage. Le microbiote cutané est différent sur les différentes zones de votre corps. Il y a eu une étude très importante qui a été publiée en 2013 dans Nature, un très grand journal scientifique, qui a montré que le microbiote cutané était différent sur les différentes zones cutanées. Et que le microbiote se répartissait probablement sur 3 zones, des zones qui sont plutôt dites séboriques, donc le tronc, le visage, le cuir chevelu, le haut du dos, des zones sèches, notamment par exemple les avant-bras, et des zones humides, qui sont des zones fréquemment atteintes par exemple dans la dermatite atopique, comme les plis des coudes ou la face postérieure des genoux. Et donc ce microbiote est vraiment particulier et il est constant sur ces zones-là et il est donc différent sur les différents endroits du corps. Et il est aussi différent en quantité puisqu'il y a un nombre de bactéries qui peuvent être plus ou moins importantes et on pense que les zones où il est le plus important, c'est par exemple les mains. Et là où il est le plus divers, avec le plus de micro-organismes possible, c'est plutôt la plante des pieds. Il faut savoir déjà que la compréhension de ce microbiote cutané est vraiment très récent et c'est toutes les nouvelles technologies, notamment de séquençage à haut débit avec de grosses machines qui ont permis de mieux comprendre et d'appréhender ce microbiote puisqu'avant on utilisait les méthodes de culture de ces micro-organismes mais qui avaient leurs limites et c'est vraiment grâce aux nouvelles technologies que depuis une dizaine d'années on a pu commencer à comprendre un peu le rôle de ce microbiote et surtout savoir qu'il existait et qu'il était si présent. Le microbiote cutané fait partie en fait de la fonction barrière de la peau. La peau est un rempart aux agents extérieurs, que ce soit des bactéries, des pathogènes ou d'autres éléments de l'environnement néfastes. Et le microbiote cutané va aider la peau à avoir ce rôle de barrière et donc de rempart contre, entre guillemets, les envahisseurs de l'extérieur. Ce microbiote, donc ces bactéries, vont moduler le système immunitaire au niveau cutané et donc aider, comme je disais, à donc protéger en fait, le corps des agents extérieurs. Dans certains cas, ce microbiote peut être donc altéré. On parle dans ces cas-là de dysbiose et il peut entraîner ou entretenir certaines pathologies dermatologiques, notamment le psoriasis, la dermatite atopique ou d'autres maladies comme l'acné ou l'hydradénite suppurée. Il y a de nombreux facteurs qui influencent le microbiote cutané. On va parler des principaux. Donc l'âge et le sexe sont importants dans la modification du microbiote cutané. On pense que les femmes ont un microbiote cutané un peu plus divers que les hommes, pour des facteurs probablement hormonaux qui peuvent expliquer cela. L'âge, on ne naît pas avec le même microbiote cutané que celui avec lequel on mourra. Les nouveau-nés acquièrent extrêmement rapidement le microbiote cutané, soit lorsqu'ils accouchent par voie basse, soit par césarienne, où ils acquièrent le microbiote cutané de leur maman dans les premières secondes quasiment de vie. Puis ce microbiote évolue, il se diversifie énormément lors de la puberté, probablement encore par ces facteurs hormonaux, et puis après, tout au long de la vie, il va se modifier. Il se modifie évidemment avec des facteurs de l'environnement, notamment si vous utilisez beaucoup de cosmétiques, selon votre degré d'hygiène, avec parfois une hygiène excessive qui va un petit peu réduire ce microbiote cutané, ou par la prise de médicaments, notamment la prise d'antibiotiques. Et puis il y a eu pas mal d'études ou d'anecdotes, notamment donc, si vous vivez avec des animaux,
On pense qu'on partage énormément de microbiote cutané avec ces animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Mais aussi, si vous faites du foot ou des sports collectifs, on acquiert souvent le microbiote de ses partenaires d'activité ludiques ou comme le foot ou autre. Tout ce qui participe à la modification du microbiote cutané n'est pas forcément ni délétère ni positive. On pense qu'un microbiote sain et un microbiote qui est très divers. Donc finalement, plus vous avez acquéri une diversité et plus on pense que ce microbiote sera entre guillemets sain ou favorable. Après, il y a beaucoup d'autres modifications qui peuvent donc le moduler et dans certains cas, vous pouvez acquérir des bactéries et qui peuvent parfois dans certains cas être des bactéries résistantes. Dans ces cas-là, évidemment, ce sera délétère. Il y a plusieurs pathologies dermatologiques où on pense que le microbiote cutané joue un rôle. Donc je vous ai dit soit en déclenchant la maladie, soit en la pérennisant ou en favorisant les poussées. Donc c'est notamment le cas de la dermatite atopique, qui est donc une maladie inflammatoire de la peau, qui se manifeste par des démangeaisons sur la peau et des plaques d'eczéma. On pense que le microbiote cutané joue un rôle. Dans la dermatite atopique, il y a des facteurs génétiques qui prédisposent les patients à cette pathologie-là. Il y a une inflammation qui se crée, avec notamment la production de cytokines pro-inflammatoires, qui stimulent et qui entretiennent cette inflammation cutanée, qui va avoir un rôle délétère sur cette fameuse barrière cutanée, qui est donc être protectrice, et qui va moduler le microbiote cutané, en le rendant beaucoup moins divers et en favorisant certaines bactéries, on va dire délétères, notamment le Staphylococcus aureus, qui vont proliférer et entretenir cette inflammation cutanée. On pense que le microbiote cutané a un rôle dans cette maladie, même si on ne sait pas si c'est lui qui le déclenche, ou en tout cas, très probablement, c'est sûr qu'elle l'entretient, mais on n'est pas sûr, encore une fois, de qui est l'œuf de la poule. C'est souvent le cas pour beaucoup de maladies, mais en tout cas, il y a un lien étroit avec ce microbiote cutané. Alors, en première intention, on utilise des médicaments qu'on applique sur la peau, qui sont des crèmes cortisonnées ou dermocorticoïdes, qu'on applique sur les plaques d'eczéma lorsqu'elles sont présentes. Et puis, si la maladie devient plus sévère ou que la maladie est contraignante et qu'on a besoin d'intensifier le traitement, on utilise dans ces cas-là des médicaments immunomodulateurs. Et puis, récemment, un médicament ciblé sur les molécules de l'inflammation a été commercialisé et puis d'autres sont en cours de développement. Alors oui, effectivement, ce sont des pistes qui sont à l'étude. Il n'y a pour l'instant pas de médicaments commercialisés dans cette indication, mais on pense qu'effectivement, en manipulant le microbiote cutané, on pourrait diminuer les poussées, voire essayer de guérir cette maladie. Par exemple, il y a eu une étude qui est uniquement une étude de phase 1 et phase 2, donc c'est des développements assez précoces de médicaments, qui visent à faire de la transplantation, donc c'est-à-dire qu'on prendrait une bactérie, ou un ensemble de bactéries ou un microbiote d'un patient sain pour le transplanter chez un patient qui serait atteint de cette dermatite atopique. Et donc il y a eu des essais chez 10 adultes et 5 enfants avec des résultats plutôt satisfaisants où ces patients-là avaient diminué leur consommation de dermocorticoïdes et avaient amélioré leur dermatite atopique et avaient moins de poussées. Ces chercheurs ont fait cette étude donc en transplantant une bonne bactérie, entre guillemets, sur la peau de patients malades. Oui, effectivement, on pense qu'il y a un lien entre l'intestin et la peau. Déjà, le microbiote cutané est vraiment en lien avec les microbiotes adjacents, on va dire, par contiguïté, et notamment, du coup, par la bouche, le microbiote digestif, et par le nez, le microbiote respiratoire. Donc oui, il y a un lien, déjà, par sa proximité avec ces autres microbiotes, mais aussi on pense qu'une modification, une dysbiose du microbiote digestif peut avoir un lien avec certaines maladies dermatologiques, les mêmes qu'on a évoquées tout à l'heure, la dermatite atopique, le psoriasis. Il y a eu quelques études pour la dermatite atopique et pour le psoriasis qui ont montré que les patients atteints de ces maladies-là avaient des microbiotes digestifs beaucoup moins divers et avec la prédominance d'une ou deux bactéries particulières.
Il y a aussi des études intéressantes faites par des chercheurs américains qui ont montré que de prendre du microbiote du tube digestif de souris malades atteintes de dermatite atopique rendait des souris saines atteintes de dermatite atopique si on transplantait leur microbiote digestif. Donc effectivement, ça sous-entend qu'il y a très très probablement un lien entre le microbiote digestif et l'apparition ou l'entretien de certaines maladies dermatologiques. Donc oui, effectivement, ça pourrait être une piste thérapeutique. C'est une piste qui est étudiée par des chercheurs, où on pourrait envisager qu'effectivement la transplantation de microbiote digestif de patients sains à des patients malades pourrait améliorer leur maladie dermatologique, ou l'utilisation de probiotiques qui devraient avoir un effet positif sur la maladie. Donc ça, il y aura très probablement des essais thérapeutiques qui seront développés dans cette voie pour essayer d'améliorer ces pathologies, notamment le psoriasis et la dermatite atopique. Et puis après, il y a eu 2 cas cliniques récents qui ont été publiés dans des journaux scientifiques à propos de transplantation fécale où des patients atteints du Clostridium difficile, qui est donc une bactérie digestive, où dans certains cas, on est amené à traiter ces patients-là quand ils ont des maladies sévères par transplantation fécale. Et lorsqu'ils ont eu cette transplantation fécale, il y a 2 patients qui étaient atteints d'une maladie dermatologique qu'on appelle la pelade, c'est quand on perd ses cheveux. Et ces patients ont eu les cheveux qui ont repoussé et cette pathologie complètement éteinte, probablement liée à cette transplantation fécale. Donc ça reste 2 cas cliniques anecdotiques qui nous font penser que peut-être qu'il y a un rôle bénéfique de cette transplantation fécale pour certaines maladies dermatologiques. Pour, entre guillemets, entretenir un bon microbiote cutané, il faut avoir une alimentation équilibrée, ça on pense que c'est un rôle, en évitant les aliments transformés, en évitant des repas déséquilibrés. Il faut avoir une hygiène, on va dire, modérée, c'est-à-dire une hygiène adaptée, qui ne soit ni trop excessive, ni pas assez importante. Il faut limiter l'application d'un trop grand nombre de cosmétiques ou de topiques. Il y a eu des études sur ce qu'on appelle les crèmes émollientes, qui sont, pour faire plus simple, les crèmes hydratantes, qui, elles, ont un effet positif sur le microbiote. Avoir la peau, entre guillemets, hydratée, améliore la barrière cutanée et donc aussi le microbiote cutané. Le tabac est délétère pour le microbiote cutané, ainsi que la consommation excessive d'alcool. Et tout stress externe ou interne peut être délétère pour le microbiote cutané. Oui, le gel hydroalcoolique modifie le microbiote cutané, puisqu'il a une activité virucide, bactéricide. Ce gel a aussi tendance à assécher les mains, et donc, dans certains cas, à inflammer la peau ou créer de l'eczéma. Et donc, dans ces cas-là, il y a évidemment une modification du microbiote cutané, mais qui n'est pas forcément délétère. On conseille souvent aux patients, lorsqu'il y a l'application de gel hydroalcoolique fréquent, d'essayer de s'hydrater les mains et de mettre donc, de la crème émolliente entre les applications, ou à distance des applications, pour essayer de restaurer cette barrière cutanée et de pouvoir continuer à appliquer le gel, puisqu'il a évidemment, on le sait tous, des fonctions importantes, surtout dans nos conditions actuelles. Donc oui, on en a parlé tout à l'heure, les cosmétiques ou toute application sur la peau module le microbiote cutané. On ne sait pas pour les cosmétiques si c'est de façon positive ou négative, en tout cas, ils le modifient. Et c'est sûr qu'une application d'un trop grand nombre de cosmétiques peut être délétère. Après, une application modérée est tout à fait sans incidence. Par contre, on sait ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les crèmes émollientes, il y a un côté bénéfique de ces crèmes émollientes sur le microbiote cutané, et notamment en améliorant sa diversité. Alors donc on a vu tout à l'heure que dans la dermatite atopique, le microbiote cutané avait un rôle. On ne sait pas si le fait qu'il soit altéré est précurseur de la maladie. En tout cas, on sait qu'il entretient la maladie, qu'il favorise les poussées et parfois même l'intensité des poussées de dermatite atopique. Donc oui, évidemment, si on arrive à moduler le microbiote cutané et à restaurer un microbiote sain, on pense qu'on améliorera les poussées et la maladie de ces patients.
Après, la dermatite atopique est une maladie multifactorielle et le seul fait de moduler le microbiote cutané n'agira peut-être pas complètement sur cette maladie et la prise en charge du reste, notamment de l'inflammation cutanée, sera nécessaire. Mais en tout cas, moduler le microbiote cutané pourrait être bénéfique pour la dermatite atopique. Alors, dans le cadre du psoriasis, c'est un petit peu comme la dermatite atopique. Il y a une perturbation du microbiote cutané avec une perte de la diversité de ce microbiote et une prolifération de certaines bactéries délétères, on va dire. Le microbiote cutané est modulé dans le psoriasis. On pense aussi que le microbiote digestif a un rôle et qu'il y a aussi une baisse de la diversité du microbiote digestif et que l'ensemble interagit ensemble pour favoriser donc soit les poussées, soit l'entretien de cette maladie. De la même manière, moduler le microbiote cutané et ou le microbiote digestif des patients atteints de psoriasis pourrait être une piste thérapeutique pour cette pathologie-là aussi. Alors, la dermatite séborrheique est une maladie dermatologique qui est liée à la prolifération d'un petit champignon sur la peau. C'est une levure qui s'appelle Malassezia. Et donc, Malassezia est une levure qui fait partie intégrante du microbiote. Donc, habituellement, on a cette levure sur la peau. Mais dans le cadre de la dermatite séborrheique, ce sont des facteurs, parfois des facteurs externes ou internes, qui vont faire en sorte que ce champignon va proliférer de façon un peu plus importante qu'en temps normal. Alors, le microbiote, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des micro-organismes, dans le cadre du microbiote cutané, l'ensemble des micro-organismes qui sont sur la peau. Et le microbiome, quant à lui, il correspond en fait à l'ADN de l'ensemble de ces micro-organismes. Et donc, ça porte un peu à confusion. Et c'est notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment toutes les nouvelles technologies qui nous ont permis de connaître un peu mieux le microbiote. Et comment est-ce que ces technologies marchent ? Elles marchent en séquençant l'ADN de tous ces micro-organismes, et c'est ce qu'on appelle le microbiome. Donc si vous voulez parler des micro-organismes vivants, il faut parler de microbiote, et si vous voulez parler de leur constitution génétique, on parle de microbiome.